Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Agriquois. On se retrouve pour un sujet bien sympa, bien d'actualité. On va parler du Mercosur. On l'avait vu venir, les manifestations agricoles reprennent avec la possible signature de l'accord de libre-échange du Mercosur avec les pays d'Amérique du Sud. Bœuf aux hormones, déforestation et pesticides, faut dire que la candidature ne fait pas tellement envie au premier abord. Mais qu'y a-t-il vraiment dans cet accord ? La France est-elle vraiment seule à s'y opposer ? C'est le sujet de l'épisode du jour. On commence toujours par mon petit moment définition que j'aime bien. Déjà, c'est quoi un accord de libre-échange ? Ce sont des accords qui permettent à deux pays d'ouvrir leur marché en enlevant les droits de douane, ce qui permet du coup de faciliter les échanges. Et ça concerne un peu toutes les marchandises, services, produits agricoles, ça concerne vraiment tout ce qui peut être échangé en fait. C'est vraiment hyper large comme accord. Et c'est une technique commerciale très utilisée par l'Union européenne. En fait, on en a plusieurs dizaines en cours d'accords de libre-échange, donc c'est vraiment pas quelque chose d'exceptionnel. Mais du coup, pourquoi le Mercosur, il fait plus parler que les dizaines d'autres accords dispo ? L'aubaine, les amis. Le Mercosur, c'est un peu l'Union européenne, mais version allégée, pour l'Amérique du Sud. Il a été créé en 1991 et il regroupe le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Et en fait, tout ça mis ensemble, ça représente près de 300 millions d'habitants. Donc vous imaginez l'ouverture des échanges avec un tel marché, forcément ça en intéresse certains. Et le deuxième point particulier du Mercosur, c'est que ce sont déjà des pays qui sont parmi les premiers exportateurs mondiaux de produits agricoles. Donc forcément, ça pèse dans la balance et ça fait tout de suite peur dans le cadre de négociations avec l'Union européenne. Et bon, vu les enjeux, vous vous en doutez, ça prend du temps à signer un accord pareil. En fait, on a commencé les négociations en 1999 par un petit accord de coopération. Et depuis, ça discute. Et il y a eu un accord qui a été, un accord de principe, qui a été ratifié en 2019. Mais depuis, ça continue de discuter, quoi. On n'en voit pas le bout. Donc c'est pour ça, on se retrouve aujourd'hui pour pouvoir en parler. Mais du coup, il y a quoi de spécifique dans cet accord ? Plusieurs choses. Déjà, parlons des droits de douane. Le Mercosur, c'est un gros marché, mais c'est un marché en fait assez fermé aujourd'hui. Les droits de douane sont élevés. Par exemple, pour les véhicules et les vêtements, ils sont actuellement de 35%. Ils sont de 14% pour les produits chimiques et de 27% pour les vins. Donc bon, si on peut les faire sauter, forcément, il y a certaines entreprises qui sont plutôt contentes. C'est le cas justement des voitures allemandes dont on entend tant parler et c'est aussi le cas des vins. Dans l'accord, en fait, au total, l'Union européenne prévoit d'enlever les droits de douane de 95% de ses produits importés, dont 83% des importations agricoles. Et le Mercosur, lui, il prévoit d'enlever 91% des droits de douane de produits importés depuis l'UE. Mais ça tombe bien, c'est pas de ça dont on va parler. En fait, il y a certains produits qui peuvent être classés sensibles et qui ne sont pas soumis à cette règle-là, dont je vous ai parlé, qui ne font pas partie des 95%. Et ces produits sensibles, ce sont des produits agricoles notamment. Et il y en a peu, je vous les cite, la viande de bœuf, la viande de poulet, le sucre, le miel, le maïs doux, donc pour l'alimentation humaine, et l'éthanol. Et être classé produit sensible, ça veut dire deux choses. La première, en fait, les tarifs, les droits de douane restent les mêmes, mais par contre, on va abaisser ces droits de douane sur une petite quantité qui est définie dans l'accord. Et donc, par exemple, pour la viande de bœuf, ce sont les 99 000 tonnes que vous entendez parler dans les médias qui vont être avec des frais de douane allégés, mais le reste qui sera importé depuis le Brésil sera au tarif classique, si vous voulez. Et du coup, le deuxième point qu'il y a à être classé produit sensible, c'est que s'il y a un problème, il y a un mécanisme de sauvegarde. Donc, si plus de 50% des producteurs du secteur visé ressentent un préjudice, une discussion sera engagée. Donc, il y a quand même un petit point de discussion ouvert si ça va mal. Donc, voilà les bases pour ce qu'est l'accord du Mercosur. Mais pourquoi les agriculteurs ne sont pas contents ?
J'ai posé la question à Baptiste Buzinski, agroéconomiste à l'Institut de l'élevage. On va commencer déjà sur les impacts économiques que peut avoir cet accord, et on commence par le bœuf, dont on entend le plus parler. Il y a beaucoup de débats qui cristallisent autour de la viande bovine parce que c'est un enjeu assez important, notamment parce que le Mercosur est une puissance agro-exportatrice très importante sur le marché mondial de la viande bovine et c'est aussi le premier fournisseur de l'Union européenne avec environ 200 000 tonnes exportées par an, notamment c'était le cas en 2023, un peu moins de 200 000 tonnes. Ouvrir le marché à 100 000 tonnes supplémentaires, ça pourrait avoir des effets assez importants. Alors on entend souvent dire que pour cet exemple particulier de la viande bovine, que 99 000 tonnes ramenées à la production ou à la consommation totale, qui ne fait pas tout à fait 7 millions de tonnes, ça représente entre 1 et 2%. Factuellement, c'est vrai. Sauf qu'on sait d'ores et déjà que dans les exportations actuelles, la part de morceaux nobles, notamment, vous avez peut-être entendu parler d'aloyaux, avec des morceaux type filet, faux filet, entrecôte, et ça constituerait l'essentiel de ces 99 000 tonnes. Et là, ramené à la production européenne d'aloyaux du cheptel spécialisé de race à viande, on n'est plus sur un ratio 99 000 sur 7 millions, mais on est à un ratio 99 000 sur 400 000. Et voilà, on passe d'un droit de douane qui, grosso modo, si on prend les prix de l'aloyau importé, il va représenter 40-45% du prix du produit. Un droit de douane de 7,5, ça peut devenir assez important en termes d'effet. On peut faire baisser les prix sur le marché européen et du coup mettre à mal certains producteurs, alors qu'on est globalement relativement autosuffisant en viande bovine et qu'on a besoin de ces droits de douane pour pas qu'il y ait un gros différentiel de compétitivité pour les produits qui rentrent sur le marché européen. Et en plus, les éleveurs, ils subissent déjà une crise structurelle depuis plusieurs années, donc c'est rajouter des problèmes aux problèmes existants, quoi. Il y aurait le même problème avec le sucre. Pour le sucre, les ouvertures, elles sont aussi problématiques parce qu'on est dans un marché qui est déjà mature, où il n'y a pas de hausse de consommation, où finalement la production et les importations actuelles, elles suffisent déjà au marché. Et du coup, en ouvrant des contingents supplémentaires, on risque d'apporter aussi quelques problèmes pour les producteurs européens, notamment parce que les réglementations ne sont pas les mêmes et donc il y a des distorsions de concurrence. C'est le cas en viande bovine et c'est le cas aussi, par exemple, pour le sucre. En parlant de la distorsion de concurrence, ce qui fait le plus grincer des dents, c'est les différences dans la production. Donc on va parler des impacts sanitaires et de la façon de produire dans les pays du Mercosur. Donc déjà, je tiens à faire sauter une idée reçue, l'utilisation des hormones de croissance est interdite dans les pays du Mercosur. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas les hormones dans le but de développer leur production. Par contre, ils utilisent des antibiotiques comme facteurs de croissance, ce qui est également interdit chez nous. Pourtant, il y a un scandale sur le sujet. Vous tapez hormones de croissance Brésil sur Google, ça s'enflamme. Donc j'ai posé la question à Baptiste Buzinski. Au Brésil, il y a eu un récent débat avec une publication d'un audit de la DG Santé de la Commission européenne qui a été faire des contrôles au Brésil sur la gestion des résidus de produits pharmaceutiques dans les viandes. Et en fait, ce qui a été constaté, c'est qu'il y avait une incapacité des autorités brésiliennes à garantir le fait que les animaux traités avec une hormone particulière qui est le stradiol 17 bêta, finalement, ils n'étaient pas mis de côté et ils étaient possiblement exportés vers l'Union européenne. En tout cas, ils n'étaient pas en mesure de prouver le contraire. Le stradiol 17 bêta, elle peut être utilisée en tant qu'hormone de croissance, ce qui n'est pas le cas au Mercosur, ils produisent sans hormone de croissance. Le stradiol, elle est utilisée pas comme hormone de croissance, mais plutôt comme une hormone pour grouper les chaleurs. Pour info, cet estradiol, il est interdit dans l'Union européenne, mais le fait de regrouper les chaleurs, donc de faire en sorte que toutes les femelles de l'élevage puissent être inséminées au même moment, ça existe. C'est une pratique qui se fait dans l'Union européenne. C'est que ce produit-là ne peut pas être utilisé dans l'Union européenne. Et donc, en fait, ce qui pose problème ici, c'est la traçabilité. Et c'est aussi là tout l'enjeu de l'accord, honnêtement. Aujourd'hui, nous, on a des systèmes mis en place dans l'Union européenne pour pouvoir identifier chaque animal, qu'il y ait un registre pour savoir quel antibiotique on a donné à chaque animal. Et en fait, au Brésil, pour les viandes qui sont exportées vers l'Union européenne, les agriculteurs doivent signer une déclaration sur l'honneur qu'ils n'ont pas utilisé ce fameux médicament. Sauf que, une déclaration sur l'honneur, ce n'est pas un registre de suivi qui individualise chaque animal. Donc, en fait, c'est difficile pour le ministère de l'Agriculture, dans ce cas-là brésilien, d'assurer que ce produit n'est pas utilisé. Et c'est un peu là la faille dans le système. Et aussi, le dernier point qui fait grincer des dents, c'est les pesticides. Et oui, ils utilisent des pesticides interdits chez nous.
notamment pour les cultures céréalières. On n'a pas encore parlé du soja parce qu'il n'est pas vraiment dans l'accord vu que c'est déjà largement libéralisé. Mais voilà, ils utilisent des pesticides qui sont interdits chez nous. Mais le truc, c'est que ces pesticides interdits chez nous, ils sont produits par des boîtes européennes. Donc bon, l'hypocrisie quand tu nous tiens, bon, voilà. Mais bref, on peut se dire, pourquoi on n'impose pas nos règles sanitaires et environnementales dans l'accord dans ce cas-là ? Je vous laisse écouter la réponse de Baptiste Buzinski. On n'a pas capacité à dire aux Brésiliens on ne veut pas de viande qui a été traitée avec des antibiotiques activateurs de croissance. Ce qu'on va demander finalement, c'est que la viande qui est expédiée au sein de l'Union européenne, elle respecte nos limites maximum de résidus. C'est-à-dire qu'on va contrôler la viande, le produit fini, et on va vérifier qu'il n'y ait pas de traces d'antibiotiques au-delà de certaines limites qui sont imposées par la réglementation. Et bon, voilà, si en début de vie de l'animal, on utilise beaucoup d'antibiotiques et qu'il grandit, les antibiotiques, au bout d'un moment, les résidus d'antibiotiques sont évacués par l'organisme et dans le produit fini, il y en aura pas ou peu. Et il y a un autre biais, c'est qu'en plus, sur certains types de produits, ça peut être le cas d'antibiotiques, ça peut être le cas de pesticides sur d'autres productions, le pays exportateur peut demander des tolérances à l'importation côté Union européenne pour jouer sur les limites maximum de résidus. Et donc d'avoir des limites maximum de résidus qui, à certaines périodes ou sur certains produits, soient supérieures à celles qu'on autorise pour les productions européennes. Donc en fait, comment on fait ? Option numéro 1, ça serait les clauses miroirs, qui sont d'ailleurs demandées par les agriculteurs. C'est le fait de mettre dans l'accord des points pour assurer qu'on importe des produits qui respectent nos critères de production. Mais c'est compliqué à mettre en place pour 2 raisons. La première, c'est que ça peut nous être retoqué par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et il y a un cas, justement, connu, qui est donc une mesure miroir qu'on a voulu faire pour interdire l'importation de viande aux hormones. Le Canada et les États-Unis ont porté ça devant l'OMC. Il y a eu un différend que l'on a perdu. Et donc aujourd'hui, on n'importe pas de viande aux hormones, mais on a un contingent, un certain volume avec des frais de douane nuls. Et donc en fait, c'est un peu la crainte numéro 1, c'est que l'OMC nous le retoque. Alors certains disent que la peur de l'OMC est un peu surestimée, d'autres disent qu'il y a quand même un vrai risque. Donc à voir si on se décide à faire des clauses miroirs. Deuxième option, c'est ce qui est dans l'accord du Mercosur, c'est des pages à part en fait qu'il y a sur l'environnement pour pouvoir respecter l'accord de Paris sur le changement climatique. Mais en fait, ces pages, elles sont très light et non contraignantes. Donc bon, c'est aussi en débat, mais c'est pas ça qui va changer vraiment les règles de production. Et la troisième option, ça serait de mettre dans l'accord des idées et que si elles ne sont pas respectées, il y a un dialogue qui s'ouvre. Et ça, c'est tenté. Ça a été fait pour l'accord signé avec la Nouvelle-Zélande en début d'année, là, en 2024. C'est les nouvelles règles d'accord de libre-échange décidées par l'Union européenne en 2021. Sauf que nous, l'accord de principe du Mercosur, il a été signé en 2019 et ils ont dit que ça ne serait pas rétroactif. Donc, quoi qu'il advienne, on n'aura pas ce nouveau système pour l'accord du Mercosur. Alors que pourtant, ça me tentait bien. Dans l'accord avec la Nouvelle-Zélande, il y a un beau chapitre pour un système alimentaire durable. Moi, je l'aurais bien vu. Mais bon, écoutez, ça se fait pas. Et enfin, pourquoi la France, elle apparaît toute seule comme ça ? Est-ce qu'elle est vraiment aussi isolée que ça ? Alors en fait, oui, c'est vrai que ce sont surtout les agriculteurs français qui sont dans la rue, mais ils ne sont pas seuls. En fait, il y a d'autres pays qui ne sont pas totalement OK avec le Mercosur. C'est le cas de l'Autriche, c'est le cas des Pays-Bas, c'est le cas de la Belgique, c'est le cas de l'Italie aussi. Mais ils n'ont pas affiché un nom franc et massif, on va dire, comme l'a fait la France jusque-là. Et il y a d'autres pays qui sont 100% pour, parce que le poids des marchés agricoles leur semble moins important que ce qu'ils auraient à gagner, en fait. Finalement, des fois, l'agriculture pèse peu en regard d'autres secteurs. Notamment en Allemagne, quand on parle d'automobile ou de machines-outils, finalement, même si quelques agriculteurs pourraient s'émouvoir de la mise en œuvre de l'accord, ils pèsent assez peu dans la réflexion du pays. Donc, en fait, la France, là, si elle veut pouvoir bloquer l'accord, il faut empêcher d'obtenir la majorité qualifiée. Donc, il faut qu'il y ait au moins 4 pays qui soient contre et qui représentent 35% de la population européenne. Mais après, à voir si la France veut vraiment s'opposer à 100%. Pour l'instant, ça reste quand même en discussion. Vous le voyez dans les débats qu'il y a, à voir où ça ira. Mais en tous les cas, l'Union européenne, elle, est assez pressée
parce que avec les enjeux actuels, d'un côté le marché américain avec l'élection de Trump qui risque de fermer certains marchés, de l'autre côté la Chine qui est en concurrence directe avec nous, parce qu'ils sont parmi les premiers partenaires commerciaux avec le Mercosur, et la Commission européenne a bien envie de s'assurer une place dans tout ça. Donc en fait on sent très bien la contradiction entre le pacte vert et les besoins du marché international. Donc à voir quel choix va faire l'Union européenne pour cet accord et pour les prochains. Et nous, consommateurs, on fait quoi de tout ça? Alors aujourd'hui, on est en France dans une situation un petit peu particulière. Je vous laisse écouter Baptiste Buzinski. Alors l'impact pour le consommateur en France, difficile à dire. On en apporte déjà relativement peu sur les 200 000 tonnes. Finalement, en France, on reste globalement, en tout cas même les distributeurs restent globalement attachés à l'origine France. C'est peut-être moins le cas en restauration hors domicile, mais il y a somme toute assez peu de volume exporté depuis le Mercosur vers la France. Après, on a des pays qui sont beaucoup moins regardants sur l'origine de leurs produits. C'est le cas par exemple de l'Allemagne pour ne pas la citer, et d'autres pays qui aussi sont parfois pas autosuffisants dans certaines productions et qui du coup ont des intérêts à importer, y compris à l'extérieur de l'Union européenne. Finalement, en augmentant les importations, dans un pays donné, on risque par effet rebond d'affecter le revenu des agriculteurs sur l'ensemble de l'Europe. Donc en fait, nous, on importe au final assez peu de viande de ces pays-là et on va surtout en trouver dans les plats préparés et dans la restauration hors domicile parce que notamment dans les plats préparés, l'origine de la viande n'est pas signalée. Donc on peut déjà se dire que numéro 1, acheter français et acheter européen. Par contre, on n'est pas parfait non plus. C'est pas parce qu'on n'importe pas beaucoup de viande qu'on n'importe pas d'autres choses de ces pays-là. C'est aussi pour ça que la France n'a pas encore mis son veto total sur l'accord. C'est parce qu'il y a quand même des intérêts derrière pour les entreprises françaises. Donc on va voir ce que ça donne. On arrive doucement vers la conclusion de cet épisode. Donc en fait, oui, l'accord du Mercosur, c'est un peu la viande contre les voitures. Mais pour moi, c'est surtout toutes nos contradictions qui commencent un peu à se voir. Entre les règles du marché international et les règles environnementales que l'Union européenne souhaite imposer, notamment avec le pacte vert, on voit bien qu'il commence à y avoir des contradictions et qu'on va devoir développer des nouvelles façons de commercer, de débattre avec nos partenaires si on veut pouvoir tirer un petit peu les règles vers le haut au lieu de tirer les règles vers le bas. L'accord n'est pas encore signé. C'était censé être au G20, certains l'attendent pour le sommet du Mercosur début décembre. On va voir où est-ce que ça va, mais bon, on voit bien que le sujet est loin d'être clos. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire sur Instagram, sur Spotify, sur Apple Podcast. Je suis vraiment curieuse d'avoir votre retour quand je fais des épisodes d'actualité comme ça. On se retrouve dans un prochain épisode et je vous souhaite une bonne journée.